Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir en nombre important. Je suis Pierre, le fondateur d'Illico Veto. Donc aujourd'hui, la thématique est la suivante: comportement indésirable chez le chat, que faire? Donc encore une fois, nous avons la chance d'accueillir Élodie Losfranc, qui est vétérinaire, passionnée par le comportement des chats et des chiens. Également présent ce soir, Benjamin, qui aura un rôle de modérateur. Donc cette conférence s'inscrit aujourd'hui dans le programme Parlez-vous le chat. C'est un programme qui a été fait par les équipes d'Illico Veto, un programme 100% vétérinaire. Bien entendu, je vous incite assez fortement à vous inscrire pour recevoir du contenu exclusif fait produit par des vétérinaires. Le programme dure 3 mois et vous aurez donc des contenus de très bonne qualité. Également, vous pouvez en parler autour de vous afin de recevoir ces contenus. Je vais laisser la parole à Benjamin et ensuite Élodie commencera la conférence. Donc, ça va durer une demi-heure et ensuite, il y aura un moment d'échange, de questions et de réponses. Merci encore à tous d'être là et on se dit à tout à l'heure. Oui, merci Pierre. Moi, je vais être un peu le monsieur loyal aujourd'hui, notamment pour gérer vos questions. Donc, comme l'a dit Pierre, Élodie va d'abord prendre un peu de temps pour dérouler les informations qu'elle souhaite vous présenter. Et ensuite, on aura un temps d'échange où elle pourra répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir noter vos questions même pendant son intervention. Donc, vous pouvez les noter soit dans le bouton converser que vous avez tout en bas quand vous avez le menu en bas de votre écran. Vous avez une bulle converser ou vous avez une double bulle Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez choisir les deux, on pourra les voir. Par contre, on y répondra à la fin. Donc, ne soyez pas surpris si on n'y répond pas tout de suite. On répondra vraiment à la fin pour pouvoir permettre à Élodie de dérouler sa présentation. Vous pouvez aussi m'écrire par le chat, donc converser, si vous avez besoin d'informations, notamment sur Illico Veto. Voilà, à toi Élodie. Élodie, on n'a pas ton son. Il faut que tu réactives le son. Donc, je disais bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette présentation consacrée à nos amis les chats. Donc, en introduction, il faut savoir que la population féline est en constante augmentation depuis les années 2000, avec plus de 14 millions de chats en France pour l'année 2018. En 2014, il y a notamment une enquête qui a montré que 38,8% des possesseurs de chats déclarent en posséder pour leur bien-être. Ils ont un besoin d'affection et de reconnaissance de leur chat très important. Donc, ils attendent finalement que leur compagnon à quatre pattes soit autonome, propre, calme et câlin, ce qui contrarie forcément un peu lorsque notre chat n'est pas aussi parfait que nous l'imaginons, ce qui conduit à ce type de conférence sur les comportements dits indésirables du chat. Mais finalement, qu'en est-il du bien-être du chat? Parce que lui, le chat, c'est un chasseur solitaire, ce qui fait qu'il peut devenir un peu un lion en cage, si j'ose dire, lorsqu'il est assigné à résidence en appartement sans accès à l'extérieur. Donc, on a tous connu le confinement, hein, on est tous devenus un peu chèvres par ce confinement. C'est un petit peu ce que ressentent les chats en intérieur strict, qui n'ont pas d'accès à l'extérieur. Donc, certains comportements qui sont dits indésirables, finalement, sont parfois liés au non-respect des besoins du chat, comme un espace vital minimum, par exemple. Dans la notion de bien-être animal, il y a notamment l'item avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et donc, ces comportements normaux sont parfois vus comme indésirables par les propriétaires de chats.
Dans cette conférence, je vais vous expliquer un certain nombre de comportements indésirables pour que vous puissiez les comprendre, pour que vous puissiez comprendre les causes, ainsi que vous donner quelques petites astuces de première intention. Évidemment, ce ne sont que des astuces de première intention. Si le problème dure depuis trop longtemps ou que vous n'arrivez pas à gérer le problème avec mes petites astuces, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire comportementaliste. En premier lieu, je souhaitais faire un rappel sur l'environnement optimal du chat. Donc finalement, pour avoir un environnement optimal, il faut créer différents champs d'activité. Il faut savoir que le chat a vraiment des aires spécifiques à chaque activité dans son environnement qui sont séparées les unes des autres. La première aire, c'est notamment l'aire d'alimentation. Donc, dans laquelle il faut qu'il y ait de l'eau et de l'alimentation toujours à disposition. Ça, c'est important, que le chat ne soit pas frustré de ne pas pouvoir manger. Donc, c'est important qu'il ait toujours à disposition, mais attention, ça ne veut pas forcément dire à volonté. Il faut faire un petit peu attention au poids de nos chats, qui ont une certaine tendance à l'obésité avec la stérilisation, donc attention à ça. Mais il faut qu'ils aient toujours à disposition. Donc, il y a des petites astuces pour ça, comme notamment, par exemple, mettre plusieurs gamelles de différentes formes à différents endroits, etc., pour multiplier les points d'alimentation et donc permettre au chat de chasser sa nourriture, entre guillemets, dans votre appartement ou dans votre maison. Vous pouvez utiliser différentes formes de gamelles, notamment, par exemple, des choses très artisanales. Donc là, sur la diapositive, vous pouvez voir des choses que vous pouvez acheter en animalerie ou sur Internet, mais vous pouvez créer vos propres jouets. Par exemple, vous découpez une moitié de bouteille en plastique que vous retournez et vous collez à votre plan de travail, par exemple, enfin, sur le rebord de votre plan de travail, ce qui fait que le chat doit sauter sur votre plan de travail et plonger la patte dans cette moitié de bouteille pour faire sortir les croquettes afin de pouvoir les manger. Donc, ça ralentit la prise alimentaire, c'est ludique et donc c'est sympa pour votre chat. Il faut évidemment que ces gamelles et cette eau et cette alimentation soient dans un lieu calme et non dérangé pour qu'il puisse être tranquille pour s'alimenter. Ensuite, il y a une aire de jeu et de chasse. Donc, il faut proposer à votre chat différents types de jeux. Il ne faut pas hésiter à les renouveler, surtout pour éviter de lasser votre chat trop rapidement. Vous pouvez faire des jeux de recherche, comme de la recherche de nourriture ou la recherche de jouets, en cachant des petits tas de croquettes dans votre maison, par exemple, ce genre de choses. Vous pouvez lui proposer des choses très artisanales, avec une boule d'aluminium, par exemple, et une petite cordelette que vous accrochez en dessous des chaises, ce qui fait que le chat ne griffe pas le dessous de vos chaises, mais joue avec le mobile qui s'y trouve plutôt. Donc voilà, ce genre de choses. Vous pouvez mettre un mobile sur un ventilateur. Enfin, il existe un nombre conséquent de jouets que vous pouvez fabriquer vous-même ou alors acheter sur Internet ou en animalerie. Il ne faut pas jouer avec les mains, mais par contre, c'est vrai qu'une séance de jeu avec vous, propriétaire, c'est indispensable pour créer une relation avec votre chat. Donc, pensez dans la journée à jouer un petit peu avec votre chat, et jamais avec vos mains, toujours par l'intermédiaire d'un jouet. Ensuite, il faut créer des postes de repos et d'observation pour votre chat. Donc, c'est très important de lui proposer des espaces en hauteur, comme vous pouvez voir sur la diapositive, par exemple. Alors ça, c'est vraiment le truc super, hein, si on est un peu bricoleur. Mais vous pouvez faire des choses un peu plus simples, hein, des coussins sur une étagère. Enfin voilà, des choses un peu plus simples pour des postes en hauteur. Il faut qu'il puisse aussi regarder vers l'extérieur. Donc, pas hésiter à mettre des petits hamacs devant les fenêtres ou l'arbre à chat devant la fenêtre, ce genre de choses, pour qu'il puisse regarder à l'extérieur, se mettre en hauteur, etc. Il faut penser à lui proposer aussi des cachettes, des endroits où il peut s'y réfugier quand il a peur ou quand il a envie d'être tranquille, comme cachette. Et donc, quand il est dans cet endroit-là, il ne faut surtout pas le déranger. C'est vraiment son lieu tranquille, son lieu de repos où il a envie de voir personne. Donc ça, c'est important de pouvoir lui proposer ça, qu'il puisse fuir les situations qui le dérangent. Et donc ça va vous éviter un certain nombre de problèmes. Il faut savoir qu'un chat a besoin de 100 mètres carrés de surface de territoire pour être bien.
Alors, en sachant que dans les 100 mètres carrés, il faut compter les surfaces en hauteur, évidemment. Donc, si vous avez un appartement de 50 mètres carrés, et donc le chat a accès à toutes les pièces, hein, pour qu'il y ait 50 mètres carrés de compter, il faut également, normalement, qu'il y ait 50 mètres carrés en hauteur, de poste en hauteur, pour pouvoir faire les 100 mètres carrés. S'il n'a pas accès à l'extérieur. S'il a accès à l'extérieur, c'est un peu différent puisque les mètres carrés de l'extérieur comptent un peu. Ensuite, il faut une aire d'élimination, donc avec ses litières. Il faut évidemment que ce soit dans un lieu tranquille et que ce soit nettoyé régulièrement. Et enfin, des griffoirs. Les différentes aires spécifiques doivent être suffisamment éloignées les unes des autres pour être bien définies. Donc, par exemple, ne pas mettre la litière à côté de la gamelle, hein, ça paraît évident, mais c'est nécessaire de le souligner. Et finalement, comme je vous l'ai un petit peu dit, un environnement enrichi et donc très riche évitera un bon nombre de comportements indésirables. Ensuite, je voulais faire une petite mise au point sur la balance récompense-punition. Donc, les récompenses sont importantes pour renforcer votre chat et donc maintenir dans le temps les comportements que vous recherchez qu'il adopte. De la même manière que vous le ferez naturellement avec un chien, il peut s'agir de félicitations orales, de félicitations par la caresse ou alors de félicitations alimentaires, selon ce à quoi votre chat est plus sensible. Parce que des chats, ils vont pas forcément être très intéressés par la nourriture, mais par contre, ils vont adorer les caresses. Donc, eux, il faudra plutôt les féliciter par la caresse. Et d'autres, ils n'aiment pas trop la caresse, pas trop le contact, mais alors par contre, ils adorent les dés de jambon, quoi. Donc ça peut être une manière de les récompenser. En sachant que si vous utilisez une friandise alimentaire, n'oubliez pas de diminuer sa ration journalière pour éviter la prise de poids. Il faut évidemment que si vous utilisez une friandise alimentaire, qu'elle soit appétante, pas utiliser une croquette, quoi. Il faut utiliser du dé de jambon, ce que vous voulez, des lardons, des knackis, enfin ce que vous voulez. Ensuite, pour ce qui est de la punition, elle est absolument à proscrire chez le chat. Elle augmente la frustration et détériore la relation entre vous et votre chat. Comme je l'ai mis sur l'image, il ne faut jamais prendre un chat par la peau du cou. Jamais, jamais, jamais. J'insiste énormément là-dessus. Parce que c'est douloureux et c'est disproportionné comme réaction et surtout, c'est non compris par le chat. Donc du coup, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qui marche le mieux avec les chats, comme punition, si j'ose dire, c'est ce qu'on appelle la disruption. Donc finalement, c'est grâce à un bruit, vous stoppez le comportement indésirable du chat lors des premières secondes de celui-ci, pas lorsque ça fait 10 minutes qu'il fait le comportement, mais vraiment lors des premières secondes, voire juste avant qu'il fasse le comportement, si vous arrivez à l'anticiper. Si possible, faire en sorte que le chat ne puisse pas associer le bruit avec vous. Donc par exemple, si le chat il commence à gratter les plantes, et ben, vous lancez un trousseau de clés sur le sol. Ça va faire un bruit. Donc, le chat va se stopper, mais il ne va pas associer le bruit à vous. Donc, ça ne va pas détériorer votre relation avec votre chat. Ce n'est pas vous qui allez le gronder ou le prendre par la peau du cou ou je ne sais quoi d'autre. Okay, donc, ça, c'est vraiment important. Utiliser la disruption et qui n'est pas associée au propriétaire. Bien, donc nous allons passer sur la partie des comportements indésirables à proprement parler. Et comme je vous l'ai dit, quelques petites astuces pour chaque. Le premier dont je souhaitais vous parler, c'était les selles et les urines en dehors de la litière. Donc, tout d'abord, il faudra faire la différence entre du marquage urinaire et des éliminations inappropriées. Comment faire la différence entre les deux ? Le marquage urinaire, comme vous le voyez sur la diapositive, le chat urine sur des surfaces verticales et il urine la queue levée, donc debout, la queue levée et souvent il a la queue qui frétille même. Donc ça, c'est vraiment un comportement typique de marquage urinaire. Tandis que des éliminations inappropriées, donc qui ne sont pas du marquage, ce sont de l'urine sur le sol, donc, enfin, du moins sur des surfaces horizontales. Ça peut être sur des tissus, ça peut être sur le sol, sur le tapis, enfin, ce que vous voulez. Mais c'est sur la surface horizontale et c'est en position normale d'élimination. Donc, la même manière qu'il le ferait dans sa litière, quoi. Donc, position assise, pas debout et la queue levée. Donc ça, c'est très important de pouvoir le remarquer pour pouvoir le décrire au vétérinaire. Puisque finalement, les causes peuvent ne pas être les mêmes. Bon, en sachant que parfois, il peut avoir les deux. Hein. Il peut avoir du marquage et de l'élimination inappropriée. Mais c'est important de faire la différence. Le marquage, finalement, c'est une manière à votre chat de repérer son territoire. Idéalement, il ne faudrait pas les nettoyer. Alors, bon,
c'est pas évident à faire, je le conçois, mais finalement, c'est une manière à lui de cadrer son territoire. Et en fait, à chaque fois que vous les enlevez, il ne sait plus où est son territoire, donc il recommence. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait les laisser. Ensuite, si c'est un souci de marquage ou même d'élimination inappropriée, vous pouvez ajouter un diffuseur Feliway dans la pièce principale de votre logement qui contient des phéromones apaisantes. Ça va, on l'espère, permettre d'apaiser votre chat et donc diminuer, voire supprimer ces éliminations, cette malpropreté, en sachant qu'il faudra l'associer avec les autres choses que je vais vous dire après. Alors, tout d'abord, lorsque votre animal fait des selles ou des urines en dehors de la litière, il convient de vérifier chez votre vétérinaire traitant qu'il n'y a pas de cause médicale sous-jacente, en premier lieu. Ça, c'est vraiment important. C'est surtout important d'y aller si vous observez du sang dans les urines ou dans les selles d'ailleurs, des miaulements lorsque votre chat fait ses besoins, ou encore le fait qu'il y aille plusieurs fois à la litière pour aller faire seulement quelques gouttes, quoi. Puisqu'il faut savoir que les chats ont tendance à faire des cystites, donc une inflammation de la vessie, qui sont liées à des cristaux qui sont présents dans l'urine et parfois en trop grande quantité, ce qui fait que ça, si j'ose dire, ça frotte la paroi de la vessie et donc l'inflamme. Donc c'est assez douloureux et ça fait très très mal. C'est pour ça que les chats souvent font en dehors de la litière dans ces cas-là, puisqu'ils ont associé le fait de faire ces besoins dans la litière à de la douleur. Donc finalement ils se disent en fait quand je vais dans la litière j'ai mal, donc je ne vais plus dans la litière. C'est un petit peu ce qui se passe quand ils ont un problème. Alors le souci c'est que la cause peut être médicale au départ, comme je vous l'ai dit. Et donc, pour certains chats, la malpropreté se résout avec la résolution de la cause médicale par les traitements donnés par votre vétérinaire. Mais pour d'autres, malheureusement, ils font ce qu'on appelle une aversion à la litière. Donc, ça veut dire qu'ils ne veulent plus y retourner dans la litière, puisqu'ils ont fait l'association, comme je vous l'ai dit, avec quelque chose de douloureux. Et donc, là, dans ces cas-là, plusieurs solutions. Vous pouvez changer le substrat de la litière. Du coup, il aura la pression, entre guillemets, que c'est une autre litière. Donc, je ne sais pas s'il avait du sable, mettez des graviers. S'il avait des copeaux, mettez des graviers. Enfin, j'en sais rien, mais changez le substrat de la litière. Vous pouvez aussi changer de place la litière, donc pour voir si ça modifie sa façon d'y aller. Vous pouvez mettre une goutte de javel dans sa litière, parce que là, il faut savoir que la javel attire les chats, les chiens aussi d'ailleurs, pour faire leurs besoins. Donc ça peut être un moyen de les attirer dans la litière pour faire leurs besoins. Après, de toute manière, il faut savoir, si vous ne le savez pas déjà, qu'il faut normalement N plus une litière, avec N, le nombre de chats présents à la maison. Ce qui veut dire que si vous avez un chat, normalement, il vous faut 2 litières. 2 chats, 3 litières, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et parfois, le fait d'ajouter une seconde litière lorsque votre chat fait de la malpropreté, ça permet de résoudre le problème. Donc ça, c'est important à le savoir. Ce n'est pas toujours évident selon la configuration des logements de pouvoir le faire, mais c'est vraiment intéressant de le savoir et d'essayer de le faire pour résoudre ces problèmes de malpropreté. Ensuite, pour ce qui est du nettoyage des souillures qui sont en dehors de la litière, utilisez plutôt du vinaigre blanc ou de l'eau pétillante et donc pas de la javel puisque comme je vous ai dit avant, ça les attire. Évidemment, il faut vérifier que sa litière soit dans un endroit calme où il n'est pas dérangé parce que ça peut être un des motifs qui fait que votre chat n'utilise plus sa litière parce qu'il est sans arrêt dérangé, donc ça ne lui convient pas. Il faut faire un nettoyage complet au moins une fois par semaine de la litière et retirer les déjections tous les jours. Donc ça parce que parfois des chats font de la malpropreté parce que leur litière est sale, tout simplement. Et ils n'aiment pas ça. Les chats sont un petit peu des princesses. Donc il faut bien s'en occuper de ce côté-là. Et donc le nettoyage régulier et rigoureux permet parfois à lui seul de stopper la malpropreté. Donc finalement, tous ces conseils-là vous permettront, je l'espère, de stopper la malpropreté. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire comportementaliste. Ensuite, pour ce qui est des griffades sur le canapé, donc ça c'est un autre comportement indésirable pour le propriétaire. Cependant, il faut savoir que les griffades, c'est un comportement normal du chat. Ça fait partie de l'éthogramme normal du chat. Donc, il doit pouvoir faire ses griffes. Ça, c'est très important.
Un chat, finalement, il griffe pour marquer son territoire, comme il fait du marquage urinaire ou du marquage facial. Vous savez, quand il frotte sa tête contre vos jambes, contre les meubles, il fait ce qu'on appelle du marquage facial pour marquer son territoire. Donc finalement, c'est quelque chose de normal chez le chat. Mais ça devient indésirable pour les propriétaires si c'est pas fait si c'est fait à un endroit qui lui convient pas, comme le canapé par exemple. Les griffades, ça peut être aussi un moyen de décharger ses émotions lors d'excitation intense. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'ils puissent le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chats griffent à proximité de leurs aires de repos, donc de l'endroit où ils dorment. Ce qui veut dire que si vous mettez son griffoir dans la chambre d'amis où le chat n'y va jamais, ça ne sert à rien. Il n'utilisera pas votre griffoir. Donc, il faut vraiment les placer de manière stratégique à proximité des endroits de repos. Et donc, c'est pour cette raison souvent qu'ils griffent le canapé, puisque c'est bien connu que les chats dorment sur le canapé. Il faut également que ces griffoirs, c'est peut-être bête, mais il faut également que ces griffoirs soient visibles. Si le griffoir il est caché derrière un meuble, bon, le chat, il va un peu passer à côté, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il existe des dispositifs sur Internet de griffoirs en fait, que vous pouvez scotcher à votre canapé ou mettre sur votre accoudoir ou même en bas du canapé. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ce qui fait que le chat continue de griffer sur le canapé, mais sur le griffoir qui est sur le canapé et non pas sur le canapé directement. Ce qui permet que le chat puisse continuer à faire ce qu'il faisait avant et rendre heureux le propriétaire qui n'a plus un canapé tout délabré. Donc ça, c'est vraiment une astuce intéressante. Après, ne pas hésiter à utiliser des odeurs attractives sur les griffoirs, comme par exemple la valériane, ou alors le Pet School Spray, qui contient d'ailleurs de la valériane, pour attirer les chats et qui puissent griffer à l'endroit où l'odeur les attire. Ne pas hésiter aussi à récompenser votre chat lorsqu'il utilise correctement les griffoirs. Correctement, je l'entends dans le sens où vous l'entendez. Et vous pouvez utiliser de la même manière que précédemment le diffuseur Feliway pour apaiser votre chat et l'aider à cadrer son territoire. Alors ensuite, je voulais vous parler de l'agressivité envers le propriétaire. Alors, il peut y avoir plein de causes d'agressivité de votre chat envers vous qui ne pourront pas être explicitées aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais je vais simplement vous dire comment éviter que cette agressivité arrive. Donc, premièrement, je vous l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, ne pas jouer avec les mains. Ça évitera que votre chat prenne votre main pour un jouet, tout simplement, hein, et saute dessus à chaque fois qu'elle passe dans son champ de vision. Ça, c'est très important, surtout sur les chatons. Quand vous avez un chaton, c'est vrai que c'est tout mignon, on a tous envie de faire comme ça, là. Mais non, ça, c'est pas possible parce que sinon, il va vraiment associer votre main avec un jouet. Et donc, finalement, ça va se transformer en agression, mais qui finalement, parfois, est que du jeu, quoi. Donc, ne pas jouer avec le main, toujours avec l'intermédiaire d'un jouet. Ensuite, vous l'avez peut-être remarqué, mais les chats sont très peu patients. Donc finalement, faire des séquences courtes de caresses permet d'éviter le phénomène caresser-mordeur. Le phénomène caresser-mordeur, c'est le chat qui vient sur les genoux, se fait caresser et au bout d'un certain temps, mord le propriétaire qui est en train de le caresser. Donc ça, c'est parce qu'il ne tolère plus la caresse à ce moment-là. Donc finalement, de faire des caresses plus courtes, on évite ce moment de conflit entre le propriétaire et le chat, puisque finalement, ça énerve le chat et le chat mord le propriétaire et donc ça énerve le propriétaire. Finalement, on a une détérioration de la relation entre le chat et le propriétaire qui peut être évitée tout simplement en caressant moins longtemps son chat. Enfin, il est surtout important de bien observer, d'apprendre à bien observer votre chat. Alors, c'est plus fugace que chez un chien, les signaux qui vous disent qu'il n'a pas envie, mais la plupart du temps, il vous prévient. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être les pupilles qui sont dilatées, donc très noires comme on le voit là, sur la photo. Ça peut être les oreilles basses, ça peut être la queue qui commence à se battre, donc ça c'est un signe d'irritation chez le chat, ou alors tout simplement le corps qui se raidit sous la caresse. C'est-à-dire vous êtes en train de le caresser et vous sentez qu'il commence à se contracter. Ça peut être tout simplement ça qui vous prévient juste avant de vous mordre. Voilà, c'est très fugace, très subtil, mais d'apprendre à l'observer, ça vous évitera un certain nombre d'agressivités. En tout cas, ce sont des signes d'agression imminente.
Si le problème dure depuis longtemps ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire comportementaliste parce que le motif de consultation agressivité envers le propriétaire, c'est pas quelque chose qui est rare, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, surtout pour vous, puisque, comme je l'ai dit, ça détériore votre relation avec votre chat et donc ça fait une espèce de cercle vicieux. Parce que il vous mord, donc ça ne vous convient pas, donc vous êtes énervé. Quand vous êtes énervé, vous vous énervez contre le chat, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est une façon de répondre classique hein, et complètement humaine de s'énerver contre le chat qui est en train de nous mordre. Mais du coup, ça fait un cercle vicieux puisque vous énervez encore plus le chat et donc il continue de vous mordre. Donc n'hésitez pas à vous faire aider de ce point de vue-là. Pour ce qui est des attitudes, différentes attitudes du chat, je vous ai mis cette diapositive avec, on va dire, les différentes postures que peut adopter le chat en fonction de son humeur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, le Kokiba, il est irrité, les oreilles en arrière, il feule, enfin, il crache, c'est qu'il se sent menacé. Voilà, il y a plein de postures comme ça que vous pourrez voir. N'hésitez pas à regarder la conférence en replay pour vous attarder sur cette diapositive et regarder tranquillement les images. Alors ensuite, je voulais vous parler des miaulements excessifs. Donc finalement, la cause de ces miaulements excessifs peut dépendre un peu de l'âge du chat. Les jeunes chats, tout d'abord, ils peuvent miauler pour demander de l'attention, par exemple, ou parce qu'ils s'ennuient. Donc finalement, leur proposer un environnement enrichi, comme décrit en début de conférence, peut permettre de diminuer les vocalises. Après, il y a des chats qui parlent beaucoup, hein, tout simplement. Mais quand ça devient excessif, il faut essayer un petit peu de comprendre les situations dans lesquelles les chats miaulent pour essayer de voir ce qu'ils demandent, quoi, hein, tout simplement. Ensuite, pour les vieux chats, ils peuvent parfois miauler de manière excessive la nuit. Et donc ça peut être le signe d'une cause organique, comme par exemple l'hyperthyroïdie ou des troubles nerveux. Donc, on peut dire que c'est le chat le vieux chat qui est un petit peu désorienté. Donc là, il convient de prendre rendez-vous avec votre vétérinaire pour pouvoir en parler. Et si aucune maladie n'est diagnostiquée, une médicalisation à base d'anxiolytiques peut permettre à votre chat de se sentir moins perdu et donc de diminuer ses vocalises qui sont à la fois stressantes pour lui, mais aussi agaçantes pour vous. Ensuite, je voulais vous parler du léchage ou grattage excessif qui peut entraîner la perte de poils, donc le toilettage excessif. Donc, tout d'abord, il convient de quantifier et de qualifier le toilettage de votre chat. Est-ce que la fréquence a augmenté? Est-ce que la durée a augmenté? Est-ce qu'il le fait de manière frénétique ou tout à fait normale? Est-ce que des lésions dermatologiques sont associées, comme la perte de poils, la rougeur de la peau, etc. Donc ça, ce sont toutes des questions que vous pouvez vous poser pour aider votre vétérinaire à comprendre un petit peu ce qui se passe et d'aller le voir tout d'abord pour exclure une cause dermatologique qui pourrait expliquer ce léchage ou ce grattage excessif, comme par exemple la présence de puces ou d'autres parasites. Si finalement aucun trouble dermatologique n'est associé à ce toilettage excessif, une cause comportementale peut être envisagée. Donc dans ce cas-là, il peut être associé à ce qu'on appelle une activité substitutive. C'est un petit peu comme les humains qui se rongent les ongles en cas de stress. Bon, il faut savoir aussi que les animaux anxieux se rongent les ongles également. Mais le toilettage excessif peut être un signe de stress, une manifestation anxieuse chez le chat. Donc finalement, quelles sont les manifestations de l'anxiété chez le chat? Donc il peut avoir cette anomalie de toilettage avec un toilettage exacerbé ou alors au contraire une absence totale de toilettage. Le chat est plus inhibé, il se cache, il fuit le contact. S'il ne peut pas fuir, il peut se montrer agressif d'intensité plus ou moins variable selon le contexte. Il peut également avoir des anomalies du comportement éliminatoire, donc comme on en a déjà parlé, de la malpropreté, du marquage urinaire. C'est un animal qui n'arrive plus correctement à définir son territoire. Il peut avoir une exacerbation du comportement des griffades, c'est-à-dire qu'il fait ses griffes plus fréquemment,
Alors, à des endroits inhabituels, dans le sens où s'il n'a jamais fait sur le canapé et que d'un coup il se met à faire sur le canapé, ça peut être inhabituel. Des vocalises, ça peut être également associé à des manifestations d'anxiété chez le chat. Alors, encore une fois, ça dépend du contexte, hein, tout à fait. Là, moi, je vous donne une liste un peu comme ça pour que vous puissiez faire un petit peu attention à ces signes-là. Mais les vocalises seules, c'est pas forcément lié que à de l'anxiété, hein, attention. Et il peut avoir des séquences de jeu anormales, comme par exemple un chat qui se met à attaquer sa queue comme une vraie proie. C'est-à-dire, il l'attaque, quoi. C'est pas, il joue un petit peu à attraper sa queue, c'est qu'il l'attaque et il la mord, quoi. Presque à se faire des plaies au niveau de la queue. Donc finalement, l'anxiété, c'est quelque chose de pathologique, d'accord? Donc ça veut dire qu'une médicalisation est très fortement recommandée. Il faut savoir que l'animal, là, il est dans un état de mal-être qui justifie grandement de l'aider par une médicalisation. C'est un petit peu comme votre chat, ou votre chien d'ailleurs, qui a une pathologie cardiaque. Il est malade du cœur, donc on traite son cœur. Là, il est malade de son esprit, il a un mal-être, donc il faut traiter ce mal-être. D'accord? Donc ça, c'est vraiment indispensable de se dire que dans ces cas-là d'anxiété chez le chat, une médicalisation est justifiée et il ne faut pas avoir peur. D'accord? Les propriétaires ont souvent peur des anxiolytiques chez leurs animaux parce qu'ils font le parallèle avec l'humaine. Il ne faut pas faire de parallèle puisque il n'y en a pas à faire. C'est complètement différent chez les animaux. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Il faut vous dire qu'une médicalisation, c'est vraiment pour aider votre chat et que c'est le seul moyen en cas d'anxiété de l'aider à aller mieux. D'accord? Enfin, je voulais vous parler du chat qui refuse de rentrer dans sa caisse de transport ou alors qui stresse pendant le transport. Donc, comment habituer un chat à entrer dans sa boîte de transport? Finalement, c'est lui laisser à disposition dans la maison, ouverte. Donc, vous retirez la grille, par exemple, devant, pour qu'il s'en serve finalement comme moyen de couchage. Que ce ne soit pas vu comme l'objet de l'horreur de la visite chez le vétérinaire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sortie une fois par an pour les vaccins, pour aller chez le vétérinaire. Donc, dès qu'il la voit, il fuit. Ah non, il faut vraiment que ce soit un objet du quotidien et qui ponctuellement est utilisé pour le transport. Plutôt dans ce sens-là, c'est mieux. Après, vous pouvez ensuite cacher des friandises à l'intérieur pour l'attirer à l'intérieur. Vous pouvez également pulvériser du pet school. Comme je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec la valériane, ça les attire. Et en fait, il y a certains chats qui sont très très réceptifs à l'odeur, qui vont se rouler en fait vraiment à l'endroit où le spray a été pulvérisé. C'est vraiment intéressant à utiliser. Moi, ça m'arrive, je l'utilise régulièrement en consultation. Alors, il y a des chats, ils sont tellement stressés en consultation que ça ne marche pas du tout. Et il y a certains chats, dès qu'ils sentent l'odeur du pet school, ils vont se rouler sur la table de consultation alors qu'ils étaient quand même un peu stressés avant. Donc, c'est vraiment intéressant comme... c'est des huiles essentielles, hein, c'est rien de très magique. Mais ça une attraction très forte chez certains chats qui vont les apaiser assez immédiatement. Donc, ça peut être une idée pour les aider à se détendre dans la cage de transport lors du transport. Alors, pour le transport à proprement parler, s'il est connu, c'est-à-dire que si ce n'est pas le transport d'urgence chez le vétérinaire, mais que le vaccin qui est prévu depuis un mois, vous pouvez donner en fait des gélules de Zilken, comme présenté sur la diapo. Le Zilken, en fait, ce sont des gélules composées d'alpha-casozépine. C'est un produit d'origine naturelle qui a des propriétés anti-stress. Donc, vous pouvez donner des gélules quelques jours avant et quelques jours après le transport prévu, voire une semaine avant et une semaine après. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre vétérinaire à ce sujet pour aider à faire que le transport se passe le mieux pour votre chat. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut aider. Donc, à essayer. Vous pouvez également ne pas donner à manger le matin à votre chat, le matin du transport, pour limiter les nausées et les vomissements. Ça ne va pas forcément toujours marcher, mais déjà, s'il n'a rien dans l'estomac, il n'aura rien à vomir, donc il aura moins la nausée que s'il a quelque chose.
Donc finalement, en conclusion, je peux dire qu'un environnement enrichi et qui répond aux besoins de votre chat vous permettra d'éviter un certain nombre de problèmes. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Et ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un vétérinaire comportementaliste avant l'adoption d'un chat ou d'un chaton pour prendre tous les conseils qu'il faut pour l'accueillir au mieux. Je vous remercie pour votre attention. Merci Elodie. Anne qui demande, tu as parlé de replay, par quelle voie on peut l'obtenir? En fait, le replay, vous le retrouverez sur le site internet illicoveto.com. Il y a une page dédiée pour les webconférences et on met en fait les différents replays des conférences, on les met directement sur le site. Sinon, vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne YouTube, voilà, si vous préférez, mais elles sont toutes sur le site internet, donc illicoveto.com. Et Benjamin, pour info, Charlotte a posé une question et de mémoire, elle est juste après ce slide. Ah. Oui, on peut commencer par répondre à cette question, même si Elodie a présenté assez largement le sujet. Et comme ça laisse un peu de temps aux autres participants de poser des questions. Oui, on a déjà 2 questions qui nous avaient été envoyées par mail au préalable, donc je peux déjà y répondre, même si une partie des réponses étaient dans le corps de la présentation. Donc, Charlotte, après une première expérience de transport difficile, donc avec feulement, agressivité post-transport et stress, elle a peur de transporter à nouveau son chat et elle doit s'absenter prochainement pendant 3 jours et elle se pose la question s'il ne vaut pas mieux laisser son chat seul dans l'appartement ou l'emmener en voiture avec eux. Et s'il l'emmène en voiture, comment voyager en voiture? Donc, pour la question comment voyager en voiture avec le chat, je pense que j'ai répondu précédemment. Donc, déjà, faire que le chat se sente bien dans sa caisse de transport. Donc, pas le mettre dans la caisse de transport juste au moment du transport, mais vraiment l'habituer à sa caisse au préalable pour que ce soit vu comme quelque chose de confort, de vraiment positif. Donc déjà, ça va diminuer le stress si la caisse de transport est vue comme quelque chose de positif. Et ensuite, pourquoi pas essayer les gélules de Zilken, donc à voir avec votre vétérinaire pour essayer éventuellement les gélules de Zilken. Pour ce qui est de laisser votre chat seul, je ne sais pas trop, je ne sais pas si Charlotte est là. Il veut éventuellement prendre la parole, mais vous devez vous absenter pendant 3 jours, mais si vous l'emmenez avec vous, votre chat, il sera où? Enfin voilà, il faut répondre un petit peu à ces questions-là pour que je puisse vous dire s'il vaut mieux le laisser dans votre appartement ou pas. Alors, il y a une Charlotte qui est là. Elle est là et que vous souhaitez prendre la parole. Elle va bien prendre la parole. Avec plaisir. Je vais lui... Ah, super. Charlotte, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que c'est bien vous qui avez posé les questions? Comment? C'est bien vous qui avez posé la question. Oui, c'est tout à fait moi, oui, c'est ça. C'est bon, parce qu'on sait jamais. À ce moment-là, vous pouvez peut-être un peu préciser par rapport à la personnalité de votre chat. Alors, en fait, mon chat. Alors, j'ai les gélules et j'ai le spray aussi pour la calmer, donc c'est ce que je fais. Et en fait, quand je la mets dans la cage de transport, c'est la cata. Alors, c'est vrai que la cage de transport, je la sortais pas avant. Donc, tout de suite, là, je me dis que c'est là ma première erreur. Donc, là, je changerai certainement. Mais du coup, oui, donc ça se passe vraiment pas bien. La voiture, elle miaule, et puis elle fait caca et dans sa caisse. C'est la cata, quoi, vraiment. Du coup, voilà, je m'étais posé la question. Là, je pars 3 jours en week-end. Enfin, ça m'arrive souvent de partir 3 jours. Donc, j'essayais de l'emmener avec moi. Enfin, c'est chez mes parents, c'est pas très loin. Il y a 45 minutes de route. Et voilà, la question, c'était vraiment savoir si c'était pas mieux qu'elle reste seule. Mais... Et comment elle se comporte chez vos parents? Elle se sent bien une fois arrivée ou c'est que problème? Ou est-ce que chez vos parents, elle est... Comment elle est? Je l'ai déjà emmenée plusieurs fois. Ça allait au début. Là, la dernière fois, elle a été...
la dernière fois où là, ça a été vraiment la catastrophe pendant le voyage, pendant tout le week-end, elle a été agressive. Il y avait des enfants, mes neveux qui étaient là. Elle a été assez méchante avec eux. On ne pouvait pas l'approcher, sauf moi. Il n'y a que moi qui pouvais l'approcher. Et une fois qu'on est rentré chez moi le dimanche soir, c'était comme si de rien n'était. Au final, c'est… Ok. Alors, moi, j'ai tendance à dire que les chats sont très sensibles au changement d'environnement. Et donc, il y a des chats qui sont très malléables et qui s'adaptent très bien, que du coup, on peut emmener partout, qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des chats pour qui le moindre changement, mais c'est hyper compliqué. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de votre minette. Là, en plus, il y avait peut-être des enfants. Alors, elle n'a peut-être pas l'habitude de voir les enfants. Il y avait plus d'agitation peut-être aussi. Donc, c'était beaucoup de changements en plus, le transport qui est hyper stressant. Donc, effectivement, si elle se sent bien chez vous, qu'il n'y a pas de souci chez vous, vous pouvez essayer effectivement de la laisser chez vous avec quelqu'un qui passe la nourrir, etc. évidemment. Mais effectivement, peut-être qu'elle se sentira mieux et moins stressée de rester dans son environnement où elle se sent bien, plutôt que d'être transportée alors que finalement, elle n'arrive pas à s'adapter à ces changements, quoi, à ces bouleversements. Donc, effectivement, peut-être que c'est une meilleure option de la laisser chez vous. D'accord. Bon, Et donc, pour ce qui est de la caisse, mais du coup, ça vaut pour le vétérinaire, parce que vous allez quand même devoir l'utiliser pour l'emmener chez le vétérinaire. Laissez la caisse de transport ouverte, vous retirez la grille, vous la laissez ouverte dans un endroit dans la maison. Vous pouvez mettre un petit coussin dedans et que vraiment, alors au départ, vous pouvez éventuellement enlever le dessus. Comme ça, elle s'en sert vraiment comme de panier, quoi. Avec un petit coussin, ça, vous pouvez mettre le pet school pour qu'il y ait un peu d'odeur, tout ça, pour que déjà elle s'habitue au bas de la caisse et qu'elle s'y sente bien, qu'elle y aille, etc. Après, vous pouvez rajouter le dessus de la caisse, mais laisser le coussin, laisser l'odeur, etc. pour qu'elle continue à y aller, mais il y a le dessus et c'est pas fermé. Et comme ça, elle intègre vraiment cet objet comme quelque chose de normal et de sympathique et de cocon, un peu le cocon. Ce qui fait que du coup, c'est pas l'objet de l'horreur de j'y vais, je me fais trimballer je me fais trimballer dans la voiture, j'aime pas, je me fais tripoter par un inconnu sur une table dans une salle que je connais pas. En plus, il me fait une piqûre, ça me fait mal. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'objet de l'enfer, quoi. Donc, si elle a l'habitude de cet objet, ça sera plutôt quelque chose qui va la rassurer plutôt que de la faire paniquer. Donc ça, c'est vraiment important. Ok. Bon, merci. Merci Charlotte pour votre intervention. On a une question de Vali aussi qui revient sur un passage, Élodie, quand tu parlais d'attraper les chats par la peau du cou. Donc elle pose la question effectivement, est-ce que c'est une mauvaise idée? Pour elle, ça l'a toujours marché, sans jamais aucune rancune de la part du matou. Elle pensait même que c'était l'atout majeur pour manipuler son chat sans risque. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils pour manipuler son chat, à part la peau du cou? Alors, la peau du cou, c'est vraiment une mauvaise idée de le faire, surtout en tant que propriétaire, parce que ça détériore vraiment la relation entre le propriétaire et le chat. Alors, il y a des chats qui vont peut-être le supporter bien, ce qui est peut-être le cas de votre chat, mais on a beaucoup de chats malheureusement qui du coup font de l'agressivité sur leur propriétaire à cause de ces gestes-là. Il y a des chats, ils vont agresser leur propriétaire juste parce que leur propriétaire lui font pchit. Alors bon, vous voyez, la peau du cou, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est douloureux déjà. Vous voyez, il y a souvent beaucoup de peau ici. Et donc de les soulever en plus, ils ont un certain poids. Avec la peau du cou, c'est douloureux. Donc, en plus d'infliger une douleur à votre chat, c'est pas nécessaire et ça a aucune connotation de punition chez le chat. Enfin, il comprend pas. Donc, ça ne sert à rien. Pour ce qui est de manipuler sans risque, si votre chat est sympa avec vous, normalement, vous n'avez pas besoin de le manipuler sans risque. Nous, vétérinaires, différents. Déjà, nous, si on n'arrive pas à le manipuler parce qu'il est extrêmement stressé, effectivement, c'est une manière de pouvoir le manipuler sans risque, mais nous. Et de toute manière, si on détériore notre relation avec votre chat, c'est pas que c'est pas très grave, c'est que de toute manière, au départ, elle n'était pas au beau fixe.
Donc finalement, c'est une manière effectivement pour nous de manipuler vos chats parfois sans risque, même si j'aime pas du tout faire ça. Mais ça évite bien des soucis. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de le manipuler comme ça. Pour le faire rentrer dans votre cage de transport, soit vous soulevez le dessus, vous mettez le chat dedans et vous remettez le couvercle en mettant la grille. Alors, il faut être parfois deux parce qu'ils sont un peu filous, ils recourent vite en dehors de la cage. Soit vous laissez la cage fermée, vous la mettez à la verticale et vous soulevez votre chat et vous le faites rentrer par les fesses. Et du coup, par la gravité, il va tomber et après, vous mettez la grille et voilà. Donc ça, ce sont les deux façons qu'il y a de… C'est plutôt de le porter sous les pattes, en fait. Voilà, de le porter là vers les aisselles, quoi. Le porter vers les aisselles et de le faire glisser les fesses dans la cage de transport qui est à la verticale. Comme un enfant, quoi. Voilà, exactement. Non, la peau, du coup, pour le faire rentrer dans la cage de transport, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas recommandé en tout cas parce que c'est douloureux. Donc, déjà qu'ils aiment pas ça, être dans la cage de transport. Alors, si en plus on les met de force et avec douleur, c'est vraiment pas recommandé. Ok. On peut passer à la question de Bénédicte. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est présente, Bénédicte. Donc, elle nous disait qu'elle a mis une caméra dans leur appartement et que lorsqu'ils s'absentaient pendant 2 jours, leur chat, il fixait la porte d'entrée et miaulait de tristesse. Bon, alors déjà, c'est difficile de répondre sans voir la vidéo parce que peut-être qu'elle voit un miaulement de tristesse, peut-être que c'est pas un miaulement de tristesse, mais de frustration, de colère, d'autres choses. Enfin, on ne sait pas. Donc, sans voir la vidéo, c'est difficile de répondre à ce sujet-là. Maintenant, il faudrait voir aussi si l'environnement est suffisamment riche pour que le chat ne s'ennuie pas pendant l'absence des propriétaires. Il faudrait savoir aussi si le chat fixe la porte d'entrée et miaule directement à la sortie des propriétaires et pendant combien de temps, est-ce qu'il reste vraiment tout le temps, est-ce qu'il joue quand même un peu, enfin, voilà tout ça. De toute manière, je pense que pour un motif comme ça, une consultation chez le vétérinaire comportementaliste est requise, puisque si c'est effectivement ce qu'elle décrit, il y a une réelle détresse du chat qui doit être prise en charge. Est-ce qu'il existe de la dépression? On parle de dépression chez le chat? Bien sûr, on a différents états. On a l'état d'anxiété qui peut être de différentes sortes. Et après, on a l'état de dépression qui est encore au-dessus de l'anxiété. Et là, c'est vraiment, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des manifestations anxieuses chez le chat, je vous ai parlé un petit peu, soit le chat qui se toilette de manière exacerbée, soit qui se toilette plus du tout. En fait, l'anxiété, ça va être plutôt un chat qui est encore productif, c'est-à-dire qui va se toiletter beaucoup, qui va se ronger les ongles, qui va être très agité avec des séquences de jeu anormales, etc. Tandis qu'un chat dépressif, c'est un chat qui va être inhibé. C'est-à-dire qu'il ne se toilette plus du tout, il peut ne plus manger, il peut ne plus dormir, il peut vraiment s'oublier, quoi, si on peut dire. Il est vraiment inhibé et plus très actif, quoi. Donc là, on n'a plus les activités substitutives dont je parlais tout à l'heure, parce que finalement, c'est plus du tout productif, la dépression. On est vraiment dans l'inhibition, quoi. D'accord. Écoute, Elodie, j'ai une petite question. Oui. Tout à l'heure, tu parlais justement d'eau de javel. Donc, en fait, tu disais que ça n'est pas répulsif, au contraire, ça attire le chat, c'est bien ça? Exactement. Et du coup, un bon nombre de malpropretés, on a tendance à nettoyer avec nos produits ménagers classiques qui contiennent de la javel. Et donc, le problème, c'est que le chat, il va revenir, en fait, systématiquement refaire parce que y a de la javel, donc c'est sympa, donc je reviens. Et donc, en fait, la javel peut être utilisée. Alors, il faut mettre juste une petite goutte parce qu'il faut pas, parce que ça peut être toxique quand même la javel, donc il faut faire attention. Donc, juste une goutte dans la litière pour attirer le chat, qui fasse les besoins à cet endroit-là. Et par contre, tous les endroits où il a fait ses besoins et que vous ne voulez plus qu'il refasse ses besoins, là plutôt de le nettoyer avec des nœuds. Donc déjà, il faut bien nettoyer et ensuite, il faut neutraliser l'odeur avec du vinaigre blanc ou de l'eau pétillante. En fait, ça neutralise les odeurs. Voilà. Alors que la javel, ça les attire, ça décuple l'odeur et c'est pour ça que ça les attire en fait. Nous, on sent plus rien, on sent la javel, mais eux, ils sentent de l'urine encore plus décuplée et donc du coup, ça les rattire pour refaire à cet endroit-là. Ok, merci Elodie. Ok. Pour l'instant, pas d'autres messages. Allez-y, n'hésitez pas. On va attendre un petit peu.
C'est peut-être le fait qu'on ouvre le micro pour Charlotte qui a refroidi tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de poser la question à l'oral, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez la poser à l'écrit. Il n'y a pas d'obligation, hein. C'est vrai que la pauvre Charlotte, on lui a pas laissé trop le choix. N'hésitez pas à poser des questions sur des choses que vous n'auriez pas compris pendant la conférence, ou alors sur votre chat qui fait des choses que vous ne comprenez pas éventuellement. Oui, ça peut être un peu sur des sujets que tu n'as pas nécessairement abordés dans le détail. Peut-être, Élodie, préciser le point tu sais, concernant le nombre de litières par nombre de chats, c'est ça? Oui. Il y a autant de litières que de chats que de litières? Alors, il faut autant de litières que de chats, plus une litière. Ouais. Ce qui veut dire que si vous avez un chat, il faut normalement 2 litières. Si vous avez 2 chats, il en faut 3 chats, 4 litières, etc. etc. Donc, ça complique vraiment les choses quand il y a 8 chats dans un appartement et qu'il faudrait normalement 9 litières. Ah ouais, ça va être un vrai sujet. Mais de toute manière, si vous avez bien suivi la conférence, il faut 100 mètres carrés par chat. Et donc, 8 chats dans un appartement de 50 mètres carrés, on n'est pas tout à fait dans le respect des besoins du chat. Hein. Et pour limiter, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des griffes sur le canapé. Pour les limiter, est-ce qu'on peut couper les griffes du chat ou... Alors, effectivement, entretenir les griffes du chat, en les coupant régulièrement, etc. Pourquoi pas? De toute manière, le chat s'entretient tout seul les griffes en faisant ses griffes, justement, en faisant des griffades et des griffures. Il faut savoir que c'est une pratique qui se fait aux États-Unis, qui est absolument interdite en France et contre le bien-être animal du chat, qui est de retirer les griffes. Voilà, il faut savoir que ça se faisait il y a quelques dizaines d'années en France, qui est maintenant interdit, c'est comme c'était un comportement, c'est pour ça que j'ai bien précisé au début de la conférence que les comportements indésirables du chat, certains, pas tous, mais sont finalement des comportements normaux du chat, mais qui sont problématiques pour le propriétaire, uniquement, et qui finalement sont quelque chose de normal. Hein. Pour le chat, griffer, c'est normal, mais c'est pénible pour le propriétaire quand c'est fait sur le canapé, quoi. Et donc, il y a quelques dizaines d'années, et même encore aujourd'hui aux États-Unis, ils retirent les griffes du chat pour pas qu'ils griffent les canapés. Donc, ça veut dire qu'on les empêche de faire un comportement qui est normal chez eux, qui est dans leur éthogramme normal. Et donc, ça va contre le bien-être animal, puisque comme je vous l'ai présenté en introduction, dans le bien-être animal, il y a le fait de pouvoir exprimer les comportements normaux de son espèce. Donc ça, il faut savoir que ça existe, c'est absolument une aberration complète. Donc, un petit peu attention à ça, quoi. Merci. Alors, on a une question de Mathilde. Enfin, elle écrit « Mon chat stérilisé continue de s'exciter ». Alors, j'imagine, est-ce que c'est normal? Elle conclut pas, mais… Son comportement, est-ce que c'est un comportement normal? Alors, s'exciter, est-ce que c'est des chevauchements? Est-ce que vous pouvez préciser par écrit, décrire par exemple une séquence Mathilde, on vous laisse préciser. On va prendre une autre question et puis on reviendra dessus. Je la garde en tête. Il y a également Vali qui pose une autre question. Une présidente d'association m'a dit qu'il fallait absolument surélever les gamelles de croquettes et d'eau pour notre chat, surtout vieillissant. Info ou intox? Surélever, est-ce que c'est un conseil? Alors, elle n'a pas expliqué pourquoi. Pour un chat vieillissant, c'est ça? Oui, surtout vieillissant pour éviter de se planter, j'imagine. Il n'y a pas forcément d'indication ou de contre-indication à laisser les gamelles au sol ou à les surélever. J'aurais tendance à dire que si vous surélevez les gamelles, donc par exemple vous mettez les gamelles sur le plan de travail, c'est intéressant pour les jeunes chats et pour les chats par exemple qui sont en surpoids parce que ça force votre chat à sauter et donc à avoir de l'exercice physique.
Donc ça, c'est intéressant sur les chats qui sont par exemple en surpoids. Par exemple, sur un chat vieillissant, de le mettre sur le plan de travail, bon, il est un peu arthrosique, il est un peu douloureux, de l'obliger à sauter sur le plan de travail pour aller prendre son alimentation et son eau, c'est pas forcément recommandé. Après, de surélever les gamelles, par exemple, sur une plateforme, ça peut être intéressant pour qu'il soit dans une position un peu plus physiologique pour manger et pas la tête en bas. Donc, ça évite les régurgitations, par exemple, ce genre de choses. Bon, ça peut être une bonne idée, c'est pas forcément obligatoire, quoi. Ok, alors Mathilde a précisé, donc je te redonne le point de départ. Mon chat stérilisé continue de s'exciter. Et elle précise, au-dessus des draps, il chevauchait au départ nos jambes. Maintenant, il chevauche uniquement les draps. J'essaie d'interrompre ce comportement, mais il continue de le faire régulièrement, souvent plusieurs fois de suite. Il ronronne même parfois. Alors, c'est pas évident de savoir du coup si c'est associé à un comportement sexuel ou à un comportement dans un contexte d'excitation, mais pas d'excitation sexuelle, j'entends, d'excitation dans le cadre du jeu, par exemple. C'est possible que les chiens le font parfois aussi dans un cadre de jeu d'excitation, c'est-à-dire que le chat, il est tellement excité, là, par exemple, vous avez joué comme un fou avec lui juste avant, et il est tellement excité qu'il n'arrive pas à redescendre en pression, et du coup, c'est un moyen pour lui de faire redescendre la pression, si j'ose dire, ces chevauchements. Donc, ça peut être ça, dans le cadre de jeu ou d'excitation, ou ça peut être sexuel. C'est difficile à dire, même s'il est stérilisé. Il faut savoir qu'il est stérilisé, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de libido, hein. Stérilisé, ça veut simplement dire qu'il ne pourra plus faire de bébé, de portée, plus se reproduire, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de libido, hein. Il y a des animaux qui, même après être stérilisés, continuent à avoir des relations sexuelles, hein. Alors, du coup, il n'y a pas de reproduction et de fécondation derrière, mais il continue à avoir des relations sexuelles. Donc, ça peut être effectivement encore un comportement sexuel. Pour l'interrompre, comme il faut, comme je l'ai dit au début de la conférence, éviter de vous le gronder, même si ça vous agace, et ça, je le conçois. Si vous êtes accompagné d'un conjoint ou d'une conjointe, lui demander à ce moment-là de faire le bruit que j'expliquais tout à l'heure. Donc, quand il est en train de commencer à chevaucher, de balancer un trousseau de clés à proximité, mais il ne faut pas que ce soit vous, parce que sinon il va vous voir, quoi. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles non plus. Donc, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour que ça lui fasse peur et qu'il arrête le comportement. Mais du coup, il faut le faire vraiment au début où il commence à le faire, où vous sentez qu'il va commencer à le faire. Voilà. Si c'est dans le cadre de l'excitation, il faut le détourner sur un jouet, par exemple, ou alors faire des jeux plus calmes, puisqu'il n'arrive pas à gérer lorsque les jeux sont trop excitants. Voilà, par exemple. C'est difficile de vous répondre plus précisément que ça, hein. Et Benjamin, on prend la dernière question de Geneviève et puis après, on passera à la conclusion. Il y en a deux encore, hein. J'ai Geneviève et Charlotte. Ah, pardon. Ouais. On prend les deux dernières. Ok. Charlotte qui met la nuit, je me réveille souvent et mon chat arrive à ouvrir la porte et il est sur mon ventre en train de dormir. Est-ce bien normal? Mon chat arrive à ouvrir la porte et est sur mon ventre. Il apprécie la chaleur, tout simplement, votre contact, la chaleur, donc il aime bien être contre vous. Voilà, s'il n'y a pas d'agression, si ça vous dérange pas qu'il soit contre vous et qu'il dorme avec vous dans le lit, laissez-le faire. Il n'y a pas de contre-indication, quoi. Tant qu'il vous attaque pas pendant la nuit, il n'y a pas de souci, quoi. Il aime juste bien être au contact. Vous avez un chat câlin, c'est pas toujours le cas. Donc profitez-en. Ok. Et donc Geneviève qui dit: j'ai un chat qui terrorise tous les autres simplement en les fixant du regard sans aucun feulement. Donc, bien, il communique bien. À mon avis, il fait d'autres choses que vous ne voyez pas, mais que les chats comprennent très bien. Les chats en face comprennent très bien, a priori. S'il y a vraiment un souci de mésentente entre vos chats, ne pas hésiter à vous aider, à vous faire aider par un vétérinaire comportementaliste, puisque souvent, le fait que quand il y a des mésententes entre chats, il y a le chat qui terrorise, qui est dans une situation de mal-être.
C'est pour ça qu'ils terrorisent. Et il y a le chat ou les chats qui sont harcelés, qui sont terrorisés, qui sont dits victimes, entre guillemets, qui sont aussi dans un état de mal-être. Donc, il faut essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe pour essayer de les aider au mieux à régler leurs conflits. Surtout, s'il y a bagarre entre chats, et ça c'est très important et il faut que vous reteniez bien ça, de ne pas intervenir. Absolument pas. Les laisser gérer leurs conflits. Si ça vous stresse de les voir se bagarrer, vous sortez de la pièce. Même avec des chats extérieurs ou c'est vraiment pour… Oui, avec des chats extérieurs, encore plus avec des chats extérieurs, quoi. Mais les chats dans la maison, si vous intervenez dans les conflits, vous renforcez les problèmes. Et en plus, le chat peut faire de l'agression redirigée sur le propriétaire. On a eu une propriétaire en consultation que son chat harcelait les autres chats et quand elle intervenait, elle se faisait mordre au sang, mais au sang. Donc attention à ça, hein. Vraiment ne pas intervenir, c'est très important. Ils vont régler leurs problèmes de chat entre eux et si ça dégénère trop, vous pouvez utiliser encore une fois la disruption, hein, le bruit. Comme ça évite que vous vous fassiez mordre. Et bien sûr, vous faire aider par un vétérinaire comportementaliste pour essayer de comprendre ce qui se passe et régler les conflits, quoi, mais pas en intervenant en tout cas. Ok, super. Je te lis, Elodie, quand même quelques messages. Rebecca qui te dit merci beaucoup c'est un excellent webinaire, très intéressant. Il y a Anne qui dit merci pour la clarté de la conférence, Elodie, au revoir. Mathilde qui te remercie également. Avec plaisir, voilà. Merci à vous. Et c'est à mon tour de te remercier, Elodie, encore une fois, c'était très clair, très précis, parfait. Merci à toi, Benjamin. Merci à vous tous d'avoir participé à cette webconférence. Elle sera donc disponible prochainement sur le site d'Illico Veto, donc www.illicoveto.com. Également, vous pouvez y accéder sur notre chaîne YouTube et surtout, suivez-nous via Facebook et Instagram. Si vous n'êtes pas encore inscrit au programme Parlez-vous le chat, je vous invite à le faire. Vous allez voir, vous allez recevoir des contenus d'une très bonne qualité et rester connecté près d'Illico Veto afin d'avoir connaissance de la prochaine webconférence. Je vous souhaite à tous une belle soirée et au plaisir de vous revoir. Pierre, si tu veux, je peux mettre le lien vers la page Parlez-vous le chat dans la conversation, comme ça. Oui, complètement. Tu peux l'ajouter. Celles et ceux qui veulent aller voir et s'inscrire pour ce programme, je vous mets le lien dans le chat. Hein. Ouais. C'est un programme gratuit et fait uniquement par des vétérinaires et c'est un programme qui dure 3 mois avec des contenus réguliers et exclusifs pour vous, propriétaires de chats. Voilà, vous allez recevoir des conseils rédigés. Des vidéos, je trouve ça très intéressant. Ok, écoutez, bonne fin de journée à tous et puis à la prochaine, on espère, pour vous y retrouver. À bientôt. Merci, belle soirée à vous.